Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dominique. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la médiathèque Roland-Florian de Ribécourt-Drélincourt dans des conditions assez exceptionnelles. Exceptionnelles de par le format, car si vous regardez cette vidéo, c'est que les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de vous accueillir à la médiathèque. Mais nous ne voulions pas nous résigner à reporter une nouvelle fois cette animation. Alors pour les artistes, pour toi, Dominique, pour Pascal Beldebert, l'illustratrice, et pour vous, public, mais aussi pour nous, l'équipe de la médiathèque. C'est pourquoi nous avons enregistré préalablement cette rencontre. Alors, nous souhaitions partager avec vous la découverte de cet ouvrage, Toi mon chat, publié aux éditions Court Toujours, avec la présence de son autrice, Dominique Brisson, et au cœur des illustrations originales de cet ouvrage, des portraits de chats réalisés au pastel par l'illustratrice Pascal Beldebert, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, Dominique, nous allons découvrir ensemble la genèse, les coulisses de Toi mon chat. Mais pour cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi au travers d'un portrait chinois. Si tu veux, j'écoute. Alors, si tu étais un des 5 sens, lequel serais-tu et pourquoi, en quelques mots? Tu m'avais dit que c'était simple. Hein. Alors, voyons, ce serait sans doute la vue pour moi, parce que j'aime les paysages, j'aime dessiner. Et je serais vraiment très malheureuse si j'avais pas ces belles choses dans les yeux. Et puisque tu évoques les yeux, si tu étais une partie du corps? Une partie du corps, les yeux. Donc je ne te demande pas pourquoi. Les yeux bleus, voilà. C'est aussi si tu veux que je précise. Si tu étais une qualité? Une qualité, écoute, aujourd'hui, là, tout de suite, et sans préparation, je dirais la loyauté. Très belle qualité. Si tu étais un conte? Ah, je n'aime pas les contes. Je n'aime pas les contes. J'ai toujours eu peur des contes. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez unique d'ailleurs dans la littérature, parce que évidemment j'aime lire et j'aime écrire, mais le format, la formule du conte est quelque chose qui, je crois, me touche trop, oui. et me fait peur. Alors, comme tout le monde, j'ai aimé le petit chaperon rouge, Blanche-Neige et ça, mais au fond, désolée. Tu es trop inquiète à chaque fois. Oui. Si tu étais une gourmandise, c'est plus léger là. Oui, oui, mais j'ai beaucoup le choix. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le chocolat. J'aime le chocolat à la fleur de sel. Voilà. D'accord. Si tu étais la 8e merveille du monde? Oh non. Non. Alors, est-ce que je serais bien un chat, moi, en fait. Mais oui, là, évidemment, c'est facile. Mais quoi de plus beau que cette créature féline? Je ne sais pas. Oui, un beau chat. Si tu étais un personnage de fiction? Un personnage de fiction, les personnages de fiction que j'aime sont souvent un petit peu sombres. Alors, je pédale beaucoup dans ma tête en ce moment. Je ne sais pas, en fait. Je serais peut-être un personnage que j'espère inventer bientôt. Voilà. Ah. Donc ça, c'est intéressant, ça. Nous te convierons à ce moment-là pour que tu nous le présentes. Hein? Voilà, si tu veux, avec plaisir. Et si tu étais un des chats de Toi mon chat, lequel serais-tu? Ah oui, alors là aussi, il y a le choix. Il y a plus d'une trentaine de chats héros de ces récits. Je pense que j'aimerais être un chat confortable, un chat que l'on aime, un chat pacifique, un chat libre. On va dire gros. Alors, volontiers. Alors par contre, c'était un piège, quel que soit le nom que tu m'aurais cité. J'attends de toi, si tu veux bien, pour le public, pour nous tous ici, que tu nous lises cette histoire de Gros, s'il te plaît. Gros, c'est son prénom, hein, je précise, mais c'est pas un hasard. Gros. Un beau jour, il est arrivé dans l'immeuble avec la ferme attention d'y élire son nouveau domicile. Le chat roux réussit brillamment la première épreuve, entrée dans cette copropriété d'une vingtaine d'appartements. Pas si difficile finalement.
Il suffit de se poster devant la porte et d'attendre. En général, rapidement, un habitant se penche sur le quadrupède, comprend son intention et pousse la baie vitrée. Au début, la présence de l'animal surprend un peu. Mais très vite, chacun se dit « il faut ouvrir au chat ». Seconde étape, trouver où s'installer. Ce n'est pas très compliqué non plus. Il a l'embarras du choix, car ici on aime les chats. Le félin teste les différents appartements et décide qu'il passera ses nuits chez Claudine, au premier étage, et ses journées chez Monique, au deuxième. Sachant qu'il y a aussi Jacques, Caroline et Michel, et Louison et Ahmed, toujours prompts à sortir la boîte de croquettes, les restes de poulet ou la pâtée achetée au cas où. Sans compter que dans le jardin collectif, derrière l'immeuble, une main amicale propose une gamelle toujours pleine. Où est le problème? Le roux mange à tous les râteliers, accepte aussi les caresses, dégage une sorte de civilité satisfaite qui met tout le monde de bonne humeur. Il va, il vient et il prospère. Au début, certains l'appelaient Garfield. Au fil des jours de ripaille, c'est devenu Gros. Gros déambule, arpente les étages, miaule devant la porte de son choix, hurle quand il a faim, et oui, cela lui arrive encore. Quand Claudine part en vacances, il s'installe chez Lucette et Pierre. Quand Monique part en maison de retraite, il monte d'un étage et trouve une petite crèche du jour chez Roberto. Petit à petit, les habitants prennent l'habitude de se prévenir les uns et les autres de leurs absences et de leurs vacances. Ben oui, il ne faudrait pas que Gros vienne à banquer. Fabrice a l'idée d'envoyer une photo du chat à une grande marque de croquettes qui cherche un modèle publicitaire. Gros ne gagne pas, mais il reçoit un lot de consolation, une peluche qui ne l'intéresse pas du tout. Irène et Alain décident de l'emmener au sport d'hiver pour qu'il respire du bon air et voit du pays. Mais ils s'aperçoivent très vite que Gros ne supporte pas la voiture. Qu'à cela ne tienne, les fois suivantes, Alain prendra le volant, tandis qu'Irène le véhiculera en train. Le couple ne manque jamais d'envoyer une carte postale pour donner aux autres habitants de l'immeuble des nouvelles du félin. Le courrier est scotché dans l'entrée, où chacun peut le lire avec plaisir. Quand on ne rencontre pas Gros pendant un jour ou deux, c'est les mois. On se téléphone, on sonne les uns chez les autres. Mais il faut bien accepter que Gros ait une vie personnelle. Il a pris quelques jours, il est libre. Il lui arrive même d'avoir envie de sortir de l'immeuble et de vivre quelques aventures dans le quartier. Mais jamais très longtemps. Comment se priver de toute cette bande d'humains aux petits soins pour lui? Gros, donc, prospère. Vraiment. Peut-être un peu trop? Certains l'appellent maintenant très gros. D'ailleurs, quelle est cette grosseur qui colonise son cou? Claudine s'inquiète, elle appelle le vétérinaire, il faut l'opérer. Et cela coûtera 150 €. Qui va payer? Les fillettes de Claudine organisent une tontine. Elles mettent une photo et un mot dans le hall de l'immeuble pour l'opération du chat. Pour l'opération du chat, décorée de cœurs de toutes les couleurs. Les contributions sonnantes et trébuchantes affluent. Et Gros passe sur le billard. Cette fois, c'est sa photo d'après l'opération avec Collerette qui trône dans l'entrée. Heureusement, le problème était bénin, juste une boule de graisse. Merci et bravo Dominique. Merci. Alors, avant de découvrir encore plus avant Toi mon chat, dont tu es l'autrice, hein, je rappelle, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu es devenue autrice? Alors, autrice, en fait, j'ai toujours écrit parce que j'étais et je suis toujours un petit peu journaliste. Donc, en fait, écrire et vivre de sa plume, c'était quelque chose qui était bien intégré. Et je considère
ensuite, j'ai travaillé quand même dans la communication, dans l'édition. Et je considère que en fait, je suis devenue autrice le jour où j'ai osé passer à la fiction, qui était un rêve enfoui, très enfoui, parce que j'ai longtemps hésité. J'avais pas. Pour moi, il fallait de l'audace. Et un jour, après avoir déjà fait des livres en tant que directrice de collection ou de publication, même quelques documentaires, je me suis sentie autrice le jour où j'ai sorti mon premier roman, qui était un roman pour les enfants, qui s'appelle Cher cousin caché. Voilà. Et depuis, bien sûr, tu as de nombreux ouvrages à ton actif. L'exercice de Toi mon chat, c'est quand même, tu parlais de personnages, d'écrire des fictions. C'est une fiction un peu particulière quand même, Toi mon chat. Tu peux nous relater les différentes étapes d'écriture pour cet ouvrage ? Oui, c'est même pas une fiction en fait. Enfin, c'est fictionnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, le parti pris, c'est en fait, on appelle ça des récits. Même pas des nouvelles, mais plutôt des récits, puisque le parti pris de Courtoujour là-dessus, c'était de partir d'histoires vraies, d'histoires réelles. Et du coup, effectivement, ça rejoint un petit peu mon parcours, puisqu'il y a vraiment, un travail de journaliste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le processus, c'est aller interviewer des personnes, écouter leur récit, voilà. Et ensuite, un passage à l'écriture qui n'est évidemment pas la simple restitution, toutefois, de leur discours, hein, de ces personnes qui ont témoigné. On passe là du témoignage à effectivement autre chose. Quelque chose de construit, quelque chose de scénarisé, quelque chose de l'ordre du travail sur le texte aussi, et parfois un petit peu quand même quelque chose de l'ordre de la fiction, puisque les témoignages étaient rarement intéressants pour un lecteur de A à Z. Donc il m'est arrivé, alors très souvent de faire des coupes dans les péripéties, ça certainement. Il m'est arrivé de mettre en avant quelque chose qui paraissait plus anodin au départ, ou en tout cas pour la personne qui me l'a raconté. Et il m'est arrivé aussi, j'avoue, de changer la fin. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fiction, mais c'est quelque chose de très métissé entre du travail de témoignage et du travail d'écriture. Et la sélection s'est opérée comment ? Alors, tous les témoignages ont été... tu les as conservés tous les récits ? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une espèce de machine qui se met en route. Au départ, il y a un appel à contribution. Oui. Qui passe parfois par la presse, par les réseaux sociaux. Et puis, les premiers témoignages affluent. Il y a déjà une sélection quand même qui se fait quand les personnes en 5 minutes me disent de quoi il s'agit. Je vois bien quand même le potentiel dramatique en fait, hein, au sens large, hein, de l'histoire. Donc à ce moment-là déjà, il y a petit choix qui s'opère. Et puis ensuite, en fait, ça fait boule de neige souvent. C'est-à-dire que les personnes qui sont interrogées en parlent dans leur entourage. Donc d'autres témoignages affluent. Et au bout d'un moment, la sélection est plus sévère puisque parfois les histoires se ressemblent. Oui. Voilà, les histoires d'abandon, des choses comme ça. Et donc, plus ça vient, plus ça devient sélectif. Oui. Et puis, il y a quand même une autre... alors après, il y a un impératif de quantitatif, hein, c'est tout bête, mais c'est 30 récits, voilà. Donc, c'est 30 récits. Pas un des charges au départ. Exactement, pas un de plus, pas un de moins. Donc... il y a encore un choix à la fin par rapport, non pas parce que les histoires sont pas belles ou intéressantes, mais parce que justement elles peuvent parfois avoir trop de points communs. Oui, voilà. Donc tu fais une vraie sélection, et là c'est ton rôle d'éditeur aussi, mais ça on y reviendra après, qui prend aussi sens. Oui, tout à fait. J'ai omis quand même la question de base essentielle. Pourquoi le chat ? Alors, tu as dû remarquer qu'en effet, c'était une collection. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même une question qui s'est posée. Au départ,
Au départ, en fait, l'idée de la collection, c'était de s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas forcément, voilà, qui faisaient pas la une de l'actualité, encore qu'avec les chats, c'est ambigu, mais en fait des sujets qui étaient plutôt de l'ordre de l'intime, en fait, hein, pour faire parler des gens. En fait, on en reparlera peut-être, mais les gens qui nous parlent des chats parlent beaucoup d'eux-mêmes. Et donc, dès le premier sujet qui était sur les poules, puis les jardins et les chats, c'était l'idée de faire remonter comme ça des histoires personnelles, intimes, un petit peu parfois aller les chercher loin. Ma poule, c'était un moment où je me rendais compte qu'il se passait quelque chose autour des poules de façon presque sociologique. Hein. Plein de gens avaient plein de poules. Voilà, j'ai voulu m'intéresser à ça. Les jardins, c'est quelque chose de plus classique. Hein. On sait bien que les jardins sont matière à sensations, à sentiments et à histoire. Hein. Et les chats, alors là, c'était peut-être plus personnel en fait, le jardin c'était aussi assez personnel. Mais le chat est une créature pour moi. Assez extraordinaire et j'avais envie de partager quand même cet amour que j'ai pour les chats et voir comment ça résonnait avec d'autres vécus. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs l'avant-propos dans le livre, donc écrit par Dominique et qui parle à merveille de ces affolants amis que sont les chats. Une autre petite question, comment on s'approprie justement le récit d'un autre? Alors toi, tu disais effectivement ta dimension journaliste peut-être t'a aidé, mais est-ce qu'il y a une forme d'éthique? Est-ce que tu te dois de restituer est-ce qu'il y a des contraintes d'écriture liées à ça? Alors l'éthique par rapport effectivement il y a quand même par rapport aux personnes interrogées il y avait quand même une espèce de pacte au départ qui a été dit, hein, qui était que j'avais le droit d'infléchir l'histoire pour que ça devienne une histoire. Voilà, parce que tous les témoignages ne font pas une histoire. Donc ça, je prévenais, et puis ça n'a pas posé particulièrement de problème. Les textes étaient relus toujours par les personnes concernées, parce que parfois, c'était quand même des histoires qui vont très très loin aussi, hein, dans les confidences. Et puis, ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça au niveau contrainte. Alors, si tu me permets, justement, tu parles de confidences, d'émotions, de registres très différents. Si vous me permettez, si tu me permets, je vais vous lire un autre texte de Toi, mon chat, pour justement évoquer des registres émotionnels très différents dans cet ouvrage. Et moi, donc, je vais vous lire Dans les profondeurs. Qui pourrait deviner, derrière le regard clair d'Abysse, le drame qui a touché sa famille d'accueil et que l'animal a contribué à adoucir à sa manière? Cette chatte de gouttière était une rôdeuse, cherchant en début de mois de janvier gîte et couvert après avoir élevé une portée dans le grenier d'une vieille dame. Christiane, qui la découvre devant sa maison de Brâle, est méfiante. Elle a déjà eu des chats lorsqu'elle habitait petite dans une ferme de Nesle-la-Montagne. Elle n'est pas insensible à l'animal affamé, mais sait que si elle commence à lui donner à manger, elle ne pourra plus s'en débarrasser. Elle finit par céder, interdisant toutefois à la chatte d'entrer dans la maison et cherchant activement à la faire adopter ailleurs. Elle la propose à des voisins, met une annonce chez le vétérinaire. Elle ne veut pas s'attacher. Au même moment, à l'autre bout du monde, Fabrice, le neveu de Christiane, un jeune homme de 30 ans, disparaît en mer au large de l'île de la Réunion. Fabrice a toujours aimé plonger. Il est expérimenté et connaît très bien les dangers des gouffres sous-marins. Le jeune ingénieur est alors au terme de son année sabbatique et s'apprête à rentrer en métropole quand arrive l'impensable. En essayant en solitaire un nouveau matériel, il fait la plongée de trop, loin, très loin dans les grands fonds qui le fascinent, et ses amis qui l'attendent ne le voient pas remonter. Jamais,
Malgré les recherches, la ronde des hélicoptères et les explorations en profondeur, on ne retrouvera la moindre trace de Fabrice. À Bral, c'est le choc. Et Christiane, soudain, croise le regard de la chatte. Elle voit alors le petit garçon de 10 ans qui a été Fabrice, le petit garçon déterminé et généreux qui a toujours adoré les chats. Lui reviennent en mémoire des vacances passées à Noirmoutier avec ses cousins chez sa grand-mère. L'enfant avait trouvé un chaton et voulait absolument le garder. Il avait même fait une grève de la faim pour infléchir sa grand-mère. Le regard profond de la chatte a eu raison des dernières réticences de Christiane. Si Fabrice avait été à sa place, bien sûr qu'il aurait adopté l'animal. Elle ressent l'évidence. La chatte va rester dans la maison et on va l'appeler Abyss. Merci Sabrina. J'ai trouvé très très émouvant ce texte, mais c'était pour moi l'occasion de montrer aussi la richesse de ce livre et à quel point les registres émotionnels dont je parlais pouvaient être très différents. Et donc il y a ce travail d'autrice, mais le registre émotionnel, il est aussi exacerbé par le travail de l'illustration aussi. Donc je sais que Pascal n'a pas pu être là aujourd'hui, mais peut-être que tu vas pouvoir nous accompagner un petit peu et nous donner un peu plus d'explications sur son travail et sur votre collaboration. Alors les illustrations de Pascal sont réalisées au pastel. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi il a choisi? Quelles sont les contraintes, les difficultés le plus du pastel? De ce que j'en sais, et pour l'avoir vu travailler, alors Pascal Beldebert est une artiste qui n'a pas toujours travaillé au pastel. C'était pour elle un support de création plutôt de jeunesse, et elle y est revenue à la faveur de Ma Poule, puisque c'est aussi elle qui a illustré Ma Poule. Donc il s'agit là de pastel gras. Hein, il y a deux sortes de pastels. Et le pastel gras, en fait, pour elle, c'est vraiment, j'ai bien vu, c'est une matière assez merveilleuse. Elle est souple, elle est plastique, et ça lui permet effectivement de faire des couches, de gratter, de revenir, de prendre des outils, des couteaux, directement la main pour trouver la bonne nuance, voilà, la bonne forme. Donc c'est un travail de longue haleine, ça n'est pas... Alors en fait, c'est ça qui est assez bluffant quand on la voit travailler, c'est que en fait elle travaille très vite. Très très vite. C'est de l'ordre chez elle. Alors évidemment, elle travaille très vite aussi parce que elle sait dessiner admirablement. Voilà, la morphologie du chat n'a évidemment aucun secret pour elle. C'est une coloriste. Elle a tout de suite le sens de la couleur. Mais je pense que chez elle, en tout cas, le pastel gras amène un geste qui est un geste assez rapide. Et en fait, quand on la voit dessiner, effectivement, elle fait des gestes rapides et ses dessins sont exécutés de façon assez rapide. Mais elle peut les reprendre. Et ça, c'est peut-être la magie de ce support aussi. C'est-à-dire que vous faites... Ça n'est jamais définitif, finalement. Non, vous faites une aquarelle, vous ne pouvez plus y retoucher. Voilà. Elle peut encore gratter, elle peut encore revenir, elle peut encore ajouter un peu de blanc, éclairer, une nuance, un reflet. Et je pense que c'est ça aussi qu'elle aime beaucoup. Mais si vous venez découvrir l'exposition, vous verrez à quel point ce travail de matière que tu évoques et puis la couleur aussi est très importante. Moi, le mot qui m'est venu, le premier mot, c'est une exposition joyeuse parce qu'elle est extrêmement colorée, mais elle est joyeuse aussi de par les couleurs choisies, la chaleur des couleurs, l'harmonie des couleurs, mais aussi bien sûr par le modèle, le chat. Et est-ce que tu sais, alors est-ce que Pascal Beldebert a une attirance elle aussi particulière pour les chats ou est-ce qu'elle a travaillé parce que je trouve que les attitudes les positions, l'environnement choisi pour le chat, je trouve c'est comme si l'animal n'avait plus aucun secret pour elle, quoi. Alors, je pense qu'il y a son il y a son travail, il y a effectivement le sens... effectivement, elle aime les chats aussi, c'est certain. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle travaille beaucoup sur photo.
Donc, je pense que ça, elle a aussi beaucoup de talent d'observation. Et donc, elle sait tout à fait, effectivement, s'y prendre. Avec, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est facile, évidemment, comme tous les grands artistes. Et elle, en effet, c'est quelque chose qu'elle fait quand même de façon très, très intuitive. Et puis, pour les couleurs, pour utiliser l'exposition joyeuse, effectivement, Pascale aime la joie. Donc elle aime la joie. Ouais. Et donc ça se voit profondément et effectivement, ça n'est pas absolument pas triste et en plus en cette période, c'est encore plus appréciable. Et alors votre travail à toutes les deux, parce que d'un côté il y a l'autrice, de l'autre côté l'illustratrice. À quel moment les illustrations ont été réalisées? Avant, après les textes? À quel moment vous êtes rencontrés? Comment vous avez collaboré? Ça fait beaucoup de questions, ça. Oui, ça fait beaucoup de questions. Je vais voir, tu me diras si j'en oublie. Je vais reprendre chronologique. En fait, je vais reprendre dans la chronologie du livre, pas la tienne que j'ai déjà perdue, mais en fait le parti pris là, c'était pour le coup c'était dans le cahier des charges. Le parti pris, c'était que les illustrations et le texte, bien entendu, dialoguent, mais que ce ne soit pas de l'illustration. C'est-à-dire qu'en fait, le parti pris, c'était que les images, les dessins, les pastels de Pascale ne racontent pas les histoires. En fait. Donc, ça veut dire que elle n'avait pas, et même, c'était presque, elle n'avait pas besoin ni envie, je pense, de lire les textes au moment où elle dessinait. Donc, elle avait carte blanche. Ça, c'est le principe de la collection. L'artiste à carte blanche, il témoigne de sa vision du sujet à sa manière, avec son style, avec ses envies, avec les images qu'il a envie de donner. Ce qui fait qu'en fait, on a travaillé ensemble, mais séparément, c'est-à-dire dans le même temps. Dans le même temps, Pascale faisait ses dessins, moi j'écrivais mes textes. Et puis, alors moi je regardais ses dessins, elle ne lisait pas mes textes, mais ça c'était absolument pas un problème. Et on a travaillé dans le même calendrier. Voilà. Alors, mais justement, tu parlais de cahier des charges, ça va nous amener, et tu as évoqué, donc je voudrais juste remontrer au public les 3 livres de la même collection que l'on a évoqués. Donc, il y a Nos jardins secrets, Ma poule, et le livre que nous évoquons aujourd'hui, Toi mon chat, qui m'amène à évoquer une autre casquette de Dominique Brisson. Celle d'éditrice, parce que oui, Dominique ne se limite pas au seul rôle d'autrice, mais nous reviendrons à la présentation des éditions Court Toujours pour ne pas les nommer, tout de suite après. Nous voici de retour. Donc après avoir découvert Dominique Brisson, autrice, nous allons découvrir Dominique Brisson, éditrice, aux éditions Court Toujours. Alors, pourquoi et comment? Comme tout à l'heure, les mêmes questions. Je t'ai demandé comment tu étais devenue autrice, comment es-tu devenue éditrice et pourquoi? Alors, effectivement, l'expérience d'éditrice est plus récente. J'ai fondé les éditions Court Toujours il y a 9 ans maintenant, à un moment où j'ai ressenti le besoin d'aller un petit peu plus loin dans mes explorations du monde du livre. Pourtant, tout à fait heureuse d'être autrice et plutôt comblée à ce moment-là, mais avec une petite frustration quand même, qui était que j'avais l'impression que quand je rendais un texte, ou quand un texte était choisi par un éditeur, j'avais l'impression qu'il allait dans des endroits, des lieux, des univers qui m'échappaient un petit peu. Et alors que moi, j'étais très, très curieuse de ce qui pouvait se passer entre le moment où on a un texte et le moment où ce texte devient un livre. Tout est là, en fait. L'auteur fait un texte et l'éditeur fait un livre. Et donc, c'est ce chemin qui m'intéressait beaucoup. Et donc, comme ce n'est pas incompatible, voilà, la preuve, on peut faire... Enfin,
c'est a priori pas incompatible, même si c'est quand même difficile de mener les deux. Là, j'en mesure effectivement les conséquences. J'ai eu envie, parallèlement à mon travail d'autrice, de tenter l'aventure de l'édition. Oui. Tu aurais aimé, toi, en tant qu'autrice, que les éditeurs te convient davantage au cheminement, à l'aboutissement du livre final, on va dire En fait, non. Peut-être dans l'idéal, mais en fait, j'allais pas jusque-là. J'acceptais très bien qu'il y ait des auteurs d'un côté et puis l'éditeur qui prenne le relais. Et d'ailleurs, mes éditeurs et mes éditrices ont toujours eu un travail, ont toujours fait un travail avec moi qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc, c'était pas une réaction forcément par rapport à quelque chose de négatif. J'acceptais la règle du jeu, oui. Mais simplement, moi, j'avais envie de faire pareil. Et alors, quelle ligne éditoriale tu as choisie? Raconte-nous un peu. Oui, alors Cours Toujours, en fait, est installé dans le sud de l'Aisne, qui n'était pas à l'époque la région Hauts-de-France, était la région Picardie, qui ensuite est devenue la région Hauts-de-France avec la fusion. De façon, je pense, assez pragmatique, je me suis dit au départ que comme je n'avais pas de diffuseur et que je ne savais pas si j'allais en avoir un, que c'était peut-être plus raisonnable d'avoir un propos qui concernait la région plutôt que des sujets nationaux. Mais tout de suite, j'ai eu aussi envie, et c'est là où c'est devenu un peu subtil parfois, mais réel. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, mais je ne veux pas faire de régionalisme. Je ne veux pas louer la région pour ce qu'elle est, son passé, etc. Donc, en fait, tout le sport de Cours Toujours, parfois ça se voit pas, mais c'est pas grave. C'est de choisir des sujets qui sont quand même liés quand même à la région d'une façon ou d'une autre, de façon parfois frontale, mais parfois de façon beaucoup plus en filigrane, mais de faire de ces sujets souvent puisés dans la région, des sujets universels. Ce qui fait que finalement, les livres de Cours Toujours sont des livres, c'est vrai, d'une certaine manière patrimoniaux, mais d'un patrimoine qui n'est pas seulement le patrimoine des monuments comme on l'entend, etc., du patrimoine matériel, mais aussi un patrimoine immatériel, un patrimoine humain, quelque chose qui est tourné vers l'avenir et pas vers le passé, et donc quelque chose qui devrait parler aux gens de la région, évidemment, mais qui peuvent aussi intéresser nationalement. Voilà. Oui, c'est ça, il n'y a pas cette notion passéiste et ce que je trouve très intéressante. Tu peux nous détailler certaines collections? Oui, avec plaisir, mais bien sûr. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on parle oui. Alors, pardon, voilà. Par exemple, cette collection? Voilà, alors effectivement, Cours Toujours fonctionne beaucoup par collection. Et Cours Toujours publie des livres, 3 types de livres. Les récits, on en a déjà parlé, oui. Qui est quand même une collection à part entière. Des documentaires. Donc des miscellanées, c'est-à-dire des livres pêle-mêle. Et là, les documentaires sont dans leur forme récente. Sont des documentaires qui sont consacrés aux grands écrivains patrimoniaux, mais morts, voilà, parce que patrimoniaux de la région. Donc La Fontaine, Dumas, bientôt Jules Verne. Et c'est pourtant pas passéiste, c'est-à-dire qu'en fait, on inscrit volontairement aussi bien dans la forme les miscellanées, c'est quelque chose justement qui est quand même très dynamique, très gai, avec des textes courts, avec des images de toute nature, et puis avec un graphisme, une mise en scène, une maquette qui est colorée. Donc on inscrit ces gens-là aussi dans notre avenir. Oui. Donc ça, c'est les documentaires. Et puis tu montrais tout à l'heure, excuse-moi, j'ai manqué d'à propos. Voilà. Tu montrais une collection auquel je tiens beaucoup, qui est la seule collection purement fiction de Cours Toujours, qui s'appelle La vie rêvée des choses. Et ce sont des fictions, autour d'objets
ou de choses qui sont effectivement, qui parlent beaucoup aux gens du Nord. C'est-à-dire que pour le moment, il y a 6 titres. Le premier, c'était Angèle ou le syndrome de la Ouassing. Donc la Ouassing, même moi qui suis du sud des Hauts-de-France, nous on dit pas Ouassing dans le sud de l'Aisne, mais c'est quelque chose qui est très employé dans le Nord. Comment tu dis, toi? Ah mais moi je suis une champenoise, alors moi je dis la bâche. Ah, tu dis la bâche. Ouais, je dis la bâche. Alors la Ouassing, c'était un petit peu Lucien Suel a inauguré cette collection. Je voudrais ajouter que c'est une collection de romans qui est certes des textes de commande, puisque c'est moi qui les initie en tant qu'éditrice, mais je vais chercher des écrivains qui sont des écrivains nationaux, des écrivains que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de talent, qui ont déjà écrit chez des éditeurs très prestigieux, beaucoup plus que exemple, pour toujours. Jacques Darras. Voilà, Jacques Darras qui s'est intéressé à la gaufre. Il y a eu aussi Dominique Sampiero avec 3 tranches de pain perdu, Guillaume de Fonclare avec Le Bel Obus, Ella Balert qui a traité Petit bouton de nacre, on le sait peut-être moins, mais la nacre, c'est, vous le savez ici, patrimoine de l'Oise. Et puis Philippe Morossin qui a fait un roman tout à fait singulier qui s'appelle Bric-à-Branc. Voilà. Et c'est pas terminé. Mais c'est toi qui choisis donc le thème de cet objet emblématique. Au départ, j'avais fait effectivement une liste pour voir un petit peu quelle allait être un peu la pérennité de la collection, s'il y avait matière à collection. Donc j'avais listé une vingtaine d'objets, de choses, de symboles, voilà, qui me paraissaient matière à écriture. Et puis après, alors ça dépend. Ça dépend des auteurs, ça dépend des écrivains. Lucien Suel a pioché dans cette liste et a tout de suite tombé sur la Ouassing. Mais Dominique Sampiero a préféré traiter du pain perdu. Ella Balert, je n'avais pas mis la nacre dans la liste. Donc j'étais ravie de voir ce petit bouton arriver. Donc en fait, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Et l'actualité de Cours Toujours, c'est quoi alors? Alors l'actualité de Cours Toujours, alors on a eu une espèce de série de documentaires après Toi mon chat qui est sorti en fin 2019 ou à l'automne. L'automne 2019. Il y a eu justement le premier titre de la collection miscellanée littéraire, donc sur La Fontaine. C'est une collection qui s'appelle Tout ou presque. Donc tout sur La Fontaine ou presque. Petit côté un petit peu facétieux comme ça parce que c'est une petite encyclopédie au fond, hein, mais c'est quand même quelque chose de tellement ludique aussi, à la fois ludique et à la fois fort en contenu qu'on voulait que le titre soit un petit peu facétieux. Donc il y a eu La Fontaine et suivi de La Fontaine qui est sorti en juin. Je finis par plus savoir parce que avec les événements, mais je crois que c'était je ne sais plus. Voilà. Je vais te dire. Si je retrouve moi de mon côté. Juin 2019, me paraît-il. Hein. Oui, il me semble. Suspense. Moi, je vois pas le temps passer. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a eu en fait, c'était avant Toi mon chat. Voilà. Ensuite, il y a eu Dumas qui est sorti une semaine avant la fermeture des librairies en octobre 2020. Donc en 2020, autant dire qu'on a sorti qu'un seul livre parce que ça nous semblait pas très raisonnable. D'ailleurs, on n'en sort pas énormément, on en sort entre 2 et 4 par an, sauf l'année dernière. Donc c'était juste Dumas. Et puis nous repartons là en 2021 avec plein de vigueur, avec une nouvelle collection qui s'appelle la collection Vive et qui cette fois s'adresse aux enfants de 9 à
Voilà, enfin en 9 à 13, 14 fins, comme ils veulent. Et c'est aussi sur La Fontaine, il faut quand même peut-être préciser qu'on est dans l'année du quadricentenaire de la naissance de La Fontaine. Donc c'est aussi un petit livre quand même très, très ludique et très gai autour, pas seulement des fables, parce qu'on parle beaucoup des fables. Et La Fontaine est certes un très, très grand fabuliste, mais a fait aussi beaucoup d'autres choses, on l'ignore un petit peu plus. Et puis on a aussi beaucoup parlé de sa vie. Donc ça, c'est le... Alors là, je dis c'est le prochain, parce que oui, c'est ça, c'est la primeur. Aujourd'hui, il n'est pas sorti, mais il sort en mars, le 10 mars prochain. Voilà. Peut-être le rattacher à la région aussi, parce que tu disais que c'était un événement national, mais La Fontaine... C'est vrai. La Fontaine est née. Alors pourquoi effectivement ces écrivains et pas d'autres? Parce que voilà, là on voit le lien avec la région qui finalement est pourtant sur des sujets totalement universels aujourd'hui. La Fontaine est née à Château-Thierry. Dans le sud de l'Aisne. Dumas a grandi à Villers-Cotterêts, qui est un petit peu plus haut dans l'Aisne. Et puis le prochain, Jules Verne, n'est pas né dans notre région, puisqu'il est né à Nantes. Mais lui, là, cette fois-ci, il a passé ces dernières décennies à Amiens. Oui, ce qui est même, sauf erreur de ma part, enterré. Ah oui, il est enterré dans le cimetière d'Amiens, où il a été conseiller municipal, où il a été fait partie des gens qui ont beaucoup poussé pour la construction du cirque d'Amiens, etc. Donc c'est pas Amiens compte beaucoup compter pour lui. Voilà. Alors, sans vouloir te faire offense, Dominique, les éditions Courtoujour est une petite maison d'édition. Quelles difficultés tu rencontres par rapport à un grand éditeur? Alors c'est bien d'être petit en fait, parce que en fait la bibliodiversité, à mon avis, elle est quand même très largement portée par les petits éditeurs. Et donc ne t'inquiète pas, c'est pas du tout péjoratif. Moi je l'entends de façon tout à fait positive. Oui, en effet. Donc on est une petite maison d'édition, on est deux à y travailler en permanence. Après, on travaille avec beaucoup, évidemment, d'extérieurs, tous les prestataires techniques, mais aussi les auteurs, les autrices, directeurs artistiques, etc. Ça fait quand même une belle équipe autour d'un livre. Oui. C'est un livre, c'est quand même dans une petite maison d'édition, le livre est vraiment le fruit d'une équipe. On est, par exemple, les petites maisons d'édition sont parfois attachées à des choses qui tombent en désuétude chez les grandes, comme par exemple l'usage des correcteurs, lecteurs-correcteurs, qui sont là pour, même si le livre a été 1000 fois relu par l'auteur, 1000 fois relu par l'éditeur, 1000 fois relu par plein de gens autour, c'est le métier du correcteur-réviseur de nouveau remettre à plat avec un œil neuf, de traquer les coquilles, les dernières fautes, et il y en a toujours. Donc en fait c'est très très précieux, et je trouve que donc les petits éditeurs amènent parce qu'ils se doivent d'exister, parce qu'ils sont là souvent par un choix très passionné, pas très passionnel. Ils ont peut-être des idées originales, singulières, où l'argent n'est pas. Alors on aimerait bien sûr on aimerait avoir de l'argent qui, en général, nous permet aux petites maisons d'édition, pas forcément de se payer, mais de faire les livres suivants. L'objectif, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a un rapport à l'argent qui est aussi très différent. Il n'y a pas d'actionnaire à Courtoujour. Tout va bien. Voilà. Il y a des actions. Il y a beaucoup d'actions et pas d'actionnaires. Et c'est ça le meilleur de la vie. Ensuite, effectivement, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, mais beaucoup de passion. Et personne n'est venu nous chercher. Et donc, c'est un vrai choix. Oui, il y a une vraie liberté. Et donc, une liberté. Alors, la liberté a ses limites.
pour ce qui nous concerne, il y a des petits éditeurs qui ont des diffuseurs. Nous n'avons pas de diffuseur. Ça, c'est la partie la plus ennuyeuse et nous y travaillons. Nous cherchons des moyens alternatifs. Nous mutualisons en ce moment, par exemple, nos efforts avec 4 autres maisons d'édition de la région pour justement essayer, recruter un représentant, parce que ça, c'est compliqué. Quand on est comme moi, par exemple, du monde de l'éditorial, puisque je reste autrice, donc ce qui me plaît, c'est surtout avoir les idées, monter des collections, travailler avec les auteurs, travailler les textes. Eh bien, il y a quand même tout le reste. Le reste, c'est devoir vendre, devoir être présent, devoir communiquer. Et là, quand on doit faire soi-même du démarchage auprès des libraires, avoir une bonne relation libraire, ça veut dire aller les voir, les appeler, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps. Là, ça devient assez lourd quand même. Oui, et ça prend beaucoup de temps qu'ils ne laissent pas de temps pour écrire ou pour d'autres projets. Donc, c'est la difficulté majeure. Quelles difficultés en tant qu'éditrice tu as rencontrées? Quels écueils tu as rencontrés pour toi, mon chat? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à celui-là ou tu étais déjà un peu rodée, si tu me permets l'expression, avec les précédents? Oui, alors pas de difficultés particulières. Tu vois, les partis pris, c'est vrai, étaient installés. Le parti pris de l'illustration, du rythme, on n'a pas beaucoup parlé, mais je tiens à dire que cette collection, c'est vraiment, elle repose sur trois savoir-faire principaux sur le plan créatif. On a parlé des textes et on a parlé des dessins de Pascal, mais on parle parfois moins, alors que dans nos livres, c'est très très important, c'est la maquette. C'est-à-dire la direction artistique, c'est-à-dire la mise en scène des textes par rapport aux images, par rapport au format, par rapport aux marges, par rapport à la typographie. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, alors il y a peut-être un quatrième pilier. Pour moi, ça me paraît évident, mais ça ne l'est finalement pas. C'est la fabrication, c'est-à-dire c'est le papier. Nous utilisons des papiers qui sont souvent qui sont matiérés, qui sont poreux, qui ont des petites particularités comme ça, parce que même si j'ai choisi, mais c'était cruel de ta part de me demander de choisir un sens en début d'entretien, le toucher aussi. Par rapport au livre, c'est quand même quelque chose. De toute façon, le livre sollicite tous les sens. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est une vraie. Tu évoques la qualité du papier. Je veux dire, par exemple, dans cette collection particulièrement aussi, les miscellanées également, il y a vraiment, comme tu dis, une dimension aussi qui apporte. C'est une collection soignée qui est agréable à toucher. Donc effectivement, comme tu dis, il y a une sensualité. Il y a une sensualité qu'on recherche vraiment dans nos livres et qui finalement est un travail d'artisan. C'est ça aussi le plaisir d'être une petite maison d'édition, c'est que en fait il y a une cohérence forcément, puisque souvent ce sont les mêmes personnes qui président à la destinée d'un livre de A à Z. Donc il y a une cohérence entre la maquette, le choix du papier, le format, et il y a un discours qui se polit comme on polit un meuble, et avec tous les membres de l'équipe. C'est vraiment un plaisir unique. Hein. Vous aurez peut-être l'occasion de voir dans l'exposition, si vous venez, Pascal nous a confié par exemple quelques essais différents de couverture. Hein. Par exemple, il y avait pour toi, mon chat, plusieurs possibilités. Donc on voit aussi tout ce travail en amont, en amont et combien aussi le travail d'éditeur est complexe et diversifié, parce que je parle de casquettes d'éditeurs, mais après, il y a de nombreuses casquettes techniques, on va dire, au sein du monde de l'édition. Je souffre toujours du fait que souvent, on considère l'éditeur comme un commerçant. Ou comme un imprimeur parfois, c'est-à-dire soit un technicien, soit un commerçant. J'ai beaucoup de respect pour ces fonctions-là, mais c'est juste qu'on oublie qu'en amont, c'est aussi un travail de création, tout simplement. Voilà. Et si tu me permets aussi une petite question d'actualité, mais là où je sollicite l'autrice et l'éditrice,
comment vous vivez cette période de Covid, vous, les auteurs et les éditeurs, le monde de la culture? Bah oui, c'est sûr que merci merci voilà d'en parler. C'est évidemment problématique. Les auteurs sont isolés. Les auteurs perdent une grande partie de leur rémunération qui est souvent à base de médiation, de rencontres avec les écoles. Voilà, ça c'est certain. Les éditeurs, alors là pour le coup, les petits éditeurs souffrent particulièrement. Parce que même si on a noté, et j'en suis la première à être heureuse, une espèce de grand afflux, de renouveau de la librairie et des lecteurs en librairie quand celles-ci peuvent ouvrir, et même au moment où elles étaient en click and connect et où elles étaient totalement dépassées par leur succès, nous, on note que ça ne revient pas forcément aux petits éditeurs, puisque nous, nos livres, pour les acheter, il faut les voir. On a peu de presse, on est beaucoup moins présent que les grands éditeurs, donc c'est eux qui ont capté, je pense, la plupart des ventes. Donc c'est effectivement problématique, mais c'est en même temps, ça a eu une espèce d'effet de moteur aussi, puisque là on essaie de réinventer un petit peu les façons de se faire connaître. On en est là aujourd'hui, le témoignage. On en est le témoignage vivant. Voilà. C'est fatigant parce que on a toujours des tas de projets, des tas d'envies, et on n'est pas on n'est pas les plus touchés par rapport à ça. Dans le monde de la culture, le monde du spectacle vivant est encore plus touché. Mais nous sommes aussi d'une certaine manière un spectacle vivant quand on a n'est-ce pas quand on doit se rencontrer quand on doit rencontrer les auteurs en librairie. Nous à Cours Toujours, on essaye toujours de faire de ce qu'on appelle de l'événementiel, c'est-à-dire chaque lancement de livre est une fête. Donc pour Vive la Fontaine qui s'adresse aux enfants, avec la médiathèque de Château-Thierry, on a envie de faire une kermesse, une fête à Jeannot. Mais alors ça, une fête à Jeannot, dans la cour de la médiathèque, ça nécessite, ce sont des jeux, ce sont du plaisir collectif. Donc allons-nous pouvoir le faire? Alors évidemment, on essaie de trouver d'autres solutions, on essaie de s'enregistrer, on essaie d'être présent dans d'autres canaux, dans d'autres réseaux. Ce qui demande, alors, l'avantage, c'est qu'on apprend des choses. Oui, on progresse, c'est vrai. On progresse. C'est vrai. Mais on est aussi un peu déçus, quand même. Et donc, les livres de Cours Toujours, on peut les retrouver où facilement? Alors, en principe, on est, on a toute une grande à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est référencé. Si on ne nous trouve pas forcément dans toutes les librairies, on peut nous commander dans n'importe quelle librairie, comme on dit, de France et de Navarre, voilà. Et puis, dans le pire des cas, il reste la boutique en ligne de Cours Toujours, où on peut aussi commander les livres en direct. Évidemment, un des dommages forts collatéraux de la situation sanitaire, ça a été une de nos sources aussi de contact avec nos lecteurs, c'est l'absence des salons. Des salons du livre. Voilà. Les reports, on évoquait au début de l'entretien qu'une nouvelle fois, nous ne souhaitions pas reporter cet événement, mais malheureusement, effectivement, le contexte nous y oblige souvent et c'est forcément préjudiciable pour vous. Écoute Dominique, je pense que nous allons conclure parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, même si nous voudrions pouvoir comme ça poursuivre. Alors, pour la conclusion, si vous me permettez, je vais prendre mon petit papier parce que la conclusion, c'est souvent le moment des remerciements. Donc, pour ne rien oublier, avant tout, j'aimerais quand même rappeler que Toi mon chat, dont nous venons de parler, nous proposons à la médiathèque les illustrations originales de cet ouvrage. Sachez que cette exposition sera donc accessible de façon virtuelle sur le site de la médiathèque ou sur la page Facebook de la médiathèque Roland Florian.
Alors moi, je voudrais remercier, un grand merci à l'équipe de Le Loup Production à la technique qui a réalisé l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui, mais qui a également réalisé celui de l'exposition virtuelle que vous pourrez découvrir. Un grand merci à mes collègues de la médiathèque, donc Brigitte, Sandrine, Cécile et Karine. Un grand merci à Lucille au service communication qui m'a accompagnée pour réaliser le programme. Un grand merci aussi à la municipalité, il ne faut pas l'oublier, qui nous donne les moyens de tels projets culturels. Un grand merci à toi, Dominique, et un grand merci à Pascal qui nous ont aussi permis la mise en place de cette exposition et de cette rencontre. Vous nous avez offert une pause artistique et esthétique, bienfaitrice dans ce contexte compliqué. Et enfin, j'aimerais remercier nos amis félins, ces chats, qui ont été et sont encore une source d'inspiration incroyable et d'une richesse incroyable pour la littérature et la création artistique en général. Et je vais laisser un petit mot de conclusion à Dominique. Merci Sabrina, merci. Moi, je voulais juste faire un petit coucou à Pascal Beldebert dont j'espère vous apprécierez ces jolis dessins dans l'exposition, qu'elle soit virtuelle ou réelle. Et puis, moi, je souhaite aussi te remercier parce que c'est quand même grâce à toi et justement au travail des médiathèques aujourd'hui qu'on peut se sentir vivant en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur. Merci, nous en sommes ravis parce que pour nous ce lien est aussi précieux et rend nos lieux vivants et c'est un partage. Donc merci à tous et à très vite, nous l'espérons.